Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à notre conférence hebdomadaire. Une semaine dernière qui a été qui a marqué le début, ou en tout cas un mouvement assez fort de rotation sectorielle, à voir si ça va se poursuivre. Mais en tout cas, sur cette fin de semestre, les mouvements qui avaient été très forts depuis le début de l'année, à savoir le rallye de l'IA et des semi-conducteurs, s'est inversé, et on a des performances qui ont été plus négatif pour ce secteur. Le signal est venu en début de semaine dernière, donc de la Corée, avec l'indice coréen qui a plongé de près de 10% mardi dernier, avec des forts replis pour Samsung et SK Hynix, avec évidemment des questions de valorisation qui deviennent tendues, et donc une volatilité qui s'accroît. Et dans ce sillage, on a le Nasdaq qui a reculé également de plus de 2% en séance. Et finalement, sur l'ensemble de la semaine, on a un repli quand même assez marqué pour tous les indices orientés sur la tech, avec un Nasdaq qui perd 4,6%. Un repli un peu moins marqué sur les autres indices, évidemment, américains, puisque le Dow Jones, lui, a été quasiment à l'équilibre. Et cette baisse des valeurs tech n'a pas été s'est poursuivi malgré les publications positives de Micron, notamment, qui a enregistré un excellent trimestre, et qui a été en hausse hors marché de 14%. Mais cela n'a pas été clairement suffisant. On a en revanche une semaine qui a été plutôt positive pour les valeurs industrielles, qui ont profité du repli du Brent, qui est repassé sous les $75. Si on commence à faire un petit bilan semestriel, eh bien, ce qui ressort, c'est qu'on a eu deux grandes forces qui ont dominé, hein. Il y a les valeurs liées à l'intelligence artificielle, comme je l'évoquais déjà. Et puis l'autre élément, c'était clairement la guerre déclenchée fin février entre les États-Unis, Iran et l'Israël, qui a fait bondir le prix du Brent, qui est monté jusqu'à $126, qui a forcément entraîné une hausse de l'inflation. Mais malgré cet élément, finalement, les indices mondiaux ont surmonté le choc, puisque la plupart des grands indices sont positifs à l'heure actuelle. Sur le Nasdaq, on est en hausse de près de 9%. On a un plus 8 pour le Dow Jones, le S&P 500 et l'Eurostoxx sont dans les mêmes niveaux de progression. Le CAC 40 est un peu en retard, puisqu'il est en hausse de 3% actuellement. Mais voilà, de manière générale, tous les indices sont dans le vert, tous les grands indices. Ce qu'on a observé quand même sur le dernier mois, c'est un changement de tendance, et un changement de tendance qui a été encore plus marqué en France, avec le CAC Million Small, qui a chuté de 9% sur le seul mois de juin, et rendant toute la performance positive qu'il avait enregistrée sur les 5 premiers mois, avec eh bien, en fait, les trois secteurs qui tiraient l'indice, qui ont flanché sur le mois de juin, c'est-à-dire les biotech, avec notamment Abivax, qui a plongé après une étude de phase 3. La défense espace, en particulier l'espace, avec Eutelsat et SES, qui ont nettement baissé. Sur la défense, comme je l'évoquerai un peu plus tard, mais l'annonce de l'offre à venir de Safran sur Exail pour échanger un peu les choses ces derniers jours du mois. Et puis l'autre secteur, c'est évidemment les semi-conducteurs, mais je l'ai déjà évoqué. Ce qu'on pourra retenir sur la partie small et mid, c'est que la France est clairement en retard à cause de ces secteurs, et notamment les biotech et l'espace, puisque l'Eurostock Small, lui, est en hausse de 5,5%. Et outre-Atlantique, on notera la performance remarquable du Russell 2000, qui est en hausse de 21% depuis le 1er janvier, ce qui est globalement sa meilleure performance depuis, je crois, 1991 pour un premier semestre. Donc aux US, les small cap, on le vend en poupe. Revenons à la semaine passée, rapidement sur le CAC 40, on a un repli finalement de moins 0,4%, une parité entre les valeurs en hausse et en baisse.
en hausse. On peut retenir 4 valeurs en particulier. En tête, Danone qui a gagné près de 11%. Le groupe a annoncé l'acquisition du groupe australien Made Group. Il avait également mis en place une co-entreprise en Australie. Donc ça renforce la présence du groupe en Asie-Pacifique et globalement, les brokers ont soutenu la valeur à la suite de ces annonces et on a des recommandations positives de JP Morgan et Bernstein notamment. Derrière, Eurofin qui gagne près de 10%, il n'y a pas eu d'actualité particulière. En tout cas, on n'a pas vu d'actualité particulière. Le titre était en fait stable depuis le début de l'année, donc la hausse de 10% permet au titre de repasser dans le vert à l'approche des publications semestrielles. Troisième sur le podium des hausses de la semaine, Carrefour qui gagne 5,4% après une reprise de couverture de Morgan Stanley avec une recommandation à surpondérer un objectif l'ordre de 20 € par titre. Derrière, on notera le rebond des valeurs exposées au prix du pétrole, comme Accor, qui on verra dans les autres indices, mais Air France-KLM a profité du même mouvement. Enfin, Air Liquide a également repris 5,3% dans le siège des grandes valeurs industrielles exposées au prix du pétrole. Et pour terminer, Unibail-Rodamco qui a gagné 4,7%. Et là aussi, on verra que c'est un mouvement sectoriel favorable aux foncières, avec des perspectives de détente des taux d'intérêt avec les baisses des prix des matières premières. Du côté des baisses, l'automobile souffre toujours, hein, Stellantis -10%, Renault -7,2%. ST Micro, avec le mouvement mondial du décrochage des semi-conducteurs, n'échappe pas à cette baisse, -7,9%, mais bon, le titre reste en hausse de 179% depuis le 1er janvier. Schneider Electric, qui est aussi globalement tiré par la demande dans les data centers, eh bien, recule de l'ordre de 5% la semaine passée. Enfin, le secteur de la défense qui a été en repli, ça se traduit par -6,8% pour Thales. Il y a à la fois le perspective d'accord entre les US et l'Iran qui baisse la tension et la pression géopolitique. On peut penser aussi que l'actualité en Allemagne sur la décision du gouvernement allemand de retirer le plus grand contrat naval à Rheinmetall Rheinmetall qui était globalement en retard sur le projet, qui avait des dépassements de coûts, ce qui a donc justifié cette décision de transférer le contrat à TKMS. Ça rappelle quand même qu'on est sur un secteur de la défense qui est très dépendant des décisions des États et des gouvernements et que c'est également des gros contrats avec des contraintes industrielles très fortes et qu'il peut y avoir clairement des retards et des dépassements de budget. Ce n'est pas, il faut avoir ça en tête et que les annonces de contrats qui ont été très importantes sur les 2 dernières années vont désormais nécessiter des déploiements industriels qui ne seront pas si faciles que ça. Enfin, la dernière valeur en baisse qu'on peut évoquer, c'est Hermès International qui a cédé 5,5% avec plusieurs brokers qui ont abaissé leurs attentes à l'approche de la publication du chiffre d'affaires du T2. Voilà pour les grandes évolutions sur le CAC 40. Le Next 20 qui lui a cédé 1,6%. Je dirais comme les dernières semaines, on retiendra que le CAC 40 a surperformé les autres indices de manière assez nette. Donc sur le Next 20, on a seulement 40% de valeurs en hausse. Dans les valeurs en hausse, on a le secteur de la santé qui s'est plutôt bien comporté. Alors sur Sartorius Stadium, c'est un rebond après plusieurs semaines négatives. Ipsen qui gagne 3,8%. Ipsen, lui, le titre est en hausse de 36,5% year to date. Sur le titre, on a eu une nouvelle actualité ce matin avec l'annonce de l'acquisition de Kartos Therapeutics dans l'hémato-oncologie. On parle d'une opération à 450 millions de dollars upfront et potentiellement 1,3 milliard de milestones à venir. Une opération qui devrait être relutive sur le résultat opérationnel courant d'Ipsen à partir de 2029. Évidemment, un effet dilutif sur 2026 et probablement 2027.
Du côté des baisses, on n'a pas grand chose à évoquer. Nexans qui reste un peu sous pression avec moins 11% la semaine passée. GTT qui cède 5,6% dans le sillage des parapétrolières. Et Téléperformance qui reste très volatile et plutôt orienté à la baisse après un rebond de quelques semaines en avril-mai. Passons aux valeurs moyennes. Le MID 60 qui cède moins 2,1%, seulement 32% de valeur en hausse. Alors la baisse a quand même été accentuée par l'effet du titre Bolloré qui coûte 0,8 points de performance et qui est en fait totalement lié au détachement d'un dividende exceptionnel. Dans le cadre de la cession de Bolloré Africa Logistics et Bolloré Logistics, on a donc un dividende exceptionnel de 1,5 € par action. Ce qui explique globalement la baisse de 26% du titre. Hormis cet élément, le titre serait plutôt positif. Donc ça, c'est la baisse la plus marquée. Derrière, on a on a Mersen qui se replie de 11%, un titre qui avait largement profité de la frénésie autour de l'IA et des data centers. On noterait que le titre est en baisse alors que Mersen a intégré il y a une semaine le CAC 1060. On avait Exosense dans l'univers de la défense qui cédait 10%, et puis on avait Excel Technologies qui était également en repli jusqu'à vendredi midi et les premières rumeurs sur un intérêt de Safran et eh bien, l'intérêt a été confirmé dans l'après-midi. On a donc des négociations qui sont en cours pour une offre à 128,5 € par titre, ce qui représente une prime de plus de 35% par rapport au cours de jeudi soir. Donc ça a évidemment permis au titre de rebondir fortement et de finir en hausse de 7,8% à l'issue de la séance de vendredi. Dans les autres progressions, on a essentiellement les valeurs exposées au prix du baril de pétrole avec Air France et ADP qui ont très bien performé. Ensuite, on a les foncières qui ont également retrouvé des couleurs avec Covivio et Gecina qui ont fini la semaine en hausse. Et puis, parmi les rares publications de la semaine passée, Trigano qui gagne 4,4% après un chiffre d'affaires des trois correct, mais sans plus. On reviendra là-dessus. On a une croissance de 2%. Voilà, nous, on attendait un peu mieux, mais finalement, le décalage de livraison, puisqu'il y a eu des problèmes de supply chain au premier semestre, n'ont pas été réglés. Donc, il n'y a pas eu vraiment de rattrapage. Mais bon, ce qui ressort de cette publication, c'est que le marché final reste en progression. On aura donc des résultats en hausse sur l'ensemble de l'exercice. Et au vu de cette dynamique, les multiples de valorisation restent très, très abordables. Sur le CAC Small, pour terminer sur les indices parisiens, le CAC Small qui se replie de 1,6% à la clôture, 33% de valeur en hausse. On a eu une séance plutôt positive vendredi. Parmi les valeurs qui ont progressé, on a eu le secteur de la santé qui a été recherché vendredi avec dans des segments très différents, puisque ça va de Bastide qui a repris 6,9% sur la semaine, EuroAPI plus 5,1% et Vetoquinol dans la santé animale plus 4,5%. Voilà pour les principales progressions. En recul, en revanche, on a OVH Cloud qui a pas mal pesé sur l'indice avec une baisse de 18,1%. Paradoxalement, le groupe a publié jeudi matin un chiffre d'affaires T3 en progression et de 6,5% en organique, avec une accélération sur la partie cloud publique. Les guidelines annuelles ont été confirmées.
Mais bon, évidemment, il y avait quand même je dirais que on avait une forte exigence sur le titre, hein, qui était en hausse de 90% depuis le début de l'année, qui affichait une valorisation à près de 40 fois le résultat opérationnel courant 2026 estimé. Euh, donc forcément, le fait que les guidance annuels soient juste confirmés, ça n'a pas été suffisant pour entretenir la hausse du titre. Dans le domaine des semi-conducteurs, XFAB a également corrigé de 13% dans un mouvement sectoriel, et dans, je dirais, le secteur de la tech un peu plus général. Memscap a cédé 21% sur la semaine. Euh, le secteur du conseil, Wavestone a continué de souffrir et a cédé 6% une semaine après la déception sur Accenture. Voilà pour les principales variations. Un mot des valeurs hors indice. On retiendra le bond de CAFOM, qui progresse de 23% après les très bonnes publications de sa filiale Vente Unique, une valeur sur laquelle nous avons confirmé notre opinion à l'achat à l'issue de la publication trimestrielle qui était très bonne, et des perspectives qui restent très très bonnes, avec une croissance organique supérieure à 15% actuellement. Et d'ailleurs, on revient sur Vente Unique, ça permet de dire un mot sur Maison du Monde, qui va procéder à une recapitalisation qui va diluer très très fortement les actionnaires, et ça confirme les difficultés du marché de meubles avec le retail physique, et ça traduit les opportunités pour Vente Unique, du fait de son positionnement de pure player Internet, qui lui permet de continuer à gagner des parts de marché. Justement, dans le retail, LDLC a repris 11% après la forte baisse consécutive à sa publication annuelle. Voilà, le news flow n'est pas bon, mais la valorisation est relativement basse sur une perspective de bas de cycle qui pourrait intervenir courant 2027. Lighton continue de surfer sur les perspectives d'IA souverain. Bon, à voir comment ça se traduira en chiffres pour Lighton. Enfin, un mot sur deux CRSI qui a recoté et qui a repris 8%, alors que le fondateur Alain Villemout a racheté des titres, et surtout que le fonds Grizzlies a soldé sa position short. En baisse sur les valeurs hors indice, eh bien, tous les titres qui avaient profité de la frénésie autour de l'IA et des data centers ont corrigé. On pourra notamment évoquer Ribert qui cède 13%, ou Baïkovski qui cède 12%. Voilà pour les principales variations à Paris. Un mot du stock small, Eurostock Small, qui est en baisse de 2,3%. Donc à peu près dans la lignée des indices français, seulement 34% de valeur en hausse là aussi. Du côté des progressions, on notera le rebond de TUI, le voyagiste allemand, qui a profité de la baisse du prix du baril. Glanbia, en valeur irlandaise agroalimentaire, qui a rebondi de 8,5% grâce à une recommandation positive de Deutsche Bank, qui a relevé son objectif de cours. Voilà pour les grandes variations. En baisse, Signify, qui chute de 18,5%. Le groupe a tenu son premier Capital Market Day depuis 2020, et force est de constater que les perspectives annoncées n'ont pas séduit les investisseurs. Il faut dire qu'on parle d'une croissance organique qui serait de 0 à 1% au cours des prochaines années. Donc rien de très emballant. Bon, une génération de free cash flow de 7 à 8% du chiffre d'affaires, donc qui devrait être très, très solide, mais en revanche, clairement pas de perspective de croissance significative. Enfin, dans le secteur de la défense, Indra Sistemas, qui a reculé de 15%. Le titre est en baisse de 3% year to date. Il faut dire qu'il avait été aux prises à des grosses problématiques de gouvernance. Euh, Voilà pour les principales évolutions. Un mot sur les grandes tendances depuis le début de l'année. La semaine prochaine, on publiera notre synthèse semestrielle, mais voilà,
a des indices qui sont grands indices qui sont globalement dans le vert, même si les performances ne sont pas très très fortes. Il faut dire que la guerre Iran-USA a quand même été la très mauvaise nouvelle et qui a augmenté la volatilité très fortement avec un bond des prix du baril. Mais on a un CAC 40 qui est en hausse de 3% pour l'instant. Le CAC Mid Small qui est, lui, en baisse de 1,3%, avec des secteurs qui ont pesé sur la performance. En revanche, en Europe, on a des indices valeurs moyennes qui sont globalement positifs de l'ordre de 5%, à l'image de l'Eurostoxx Small qui est en hausse de 5,3%. Voilà pour les principales variations. Un mot de nos valeurs favorites, qui, eh bien, on est satisfait, mais qui surperforme enfin, puisque bon, la variation hebdo a été de 0, mais donc c'est ce qui a une surperformance de plus de 2 points. Une performance qui a été tirée donc par Trigano, qui gagne 4,4% après un T3, je dirais, rassurant, puisque le titre avait déjà pas mal reculé à l'approche de la publication, et donc il n'y a pas eu de mauvaises nouvelles supplémentaires, ce qui a permis au titre de remonter. On pense que, au vu de la dynamique du marché final, on devrait continuer à avoir une croissance de la top line et une remontée progressive des marges. Et puis le cash pléthorique du groupe lui permet de faire des rachats d'actions et pourrait lui permettre d'être actif également sur le M&A dans les prochains semestres. Bastide donc a très bien performé vendredi et finit en hausse de 7% sur la semaine. Il faut dire que le titre est souvent très sensible aux perspectives sur les taux, du fait de son endettement, un endettement qui quand même a été réduit au cours des derniers semestres avec les cessions qui ont été opérées. Voilà pour les principales variations. Notre liste des valeurs favorites a quand même toujours été encore été pénalisée par Alten, qui cède moins 5%, moins 5% en incluant le détachement du dividende. Et clairement, c'est ce secteur des ESN qui aura pénalisé la performance de notre buy list, même si voilà, on va être aujourd'hui en repli de l'ordre de 5 points sur notre buy list, ce qui fait un décalage de 4 points par rapport au 4 mid and small. On reste quand même persuadé qu'on aura une revalorisation des ESN au vu des chiffres des derniers trimestres et des besoins des entreprises, qui, même si dans le cadre de l'implémentation des outils d'IA, eh bien les grands comptes en particulier ont besoin d'être accompagnés, et ça générera clairement du business pour les valeurs du secteur. Sur les publications de la semaine, il n'y avait pas grand-chose hormis Trigano, mais je l'ai déjà évoqué. Un mot sur les visites de sites auxquelles nous avons participé, Excel Industrie et Lizzy. Sur Excel, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de grandes choses positives à attendre à court terme, hein. Il va falloir être patient. Le secteur agricole ne va pas redémarrer à court terme, compte tenu notamment de l'inflation sur les intrants, qui va peser sur la rentabilité du secteur. Donc, probablement pas de nouveaux investissements dans des agriculteurs à court terme. Dans le secteur industriel, il y a également un secteur qui est quand même moins porteur après des bonnes années. Voilà, le groupe Excel Industrie, de par ses investissements, pourra profiter du rebond de la demande quand elle interviendra, mais c'est plutôt sur 2027 à court terme. Le groupe se concentre sur le cash. En revanche, du côté de Lizzy, on a visité le site de Lizzy Aerospace, qui a confirmé pour nous l'opinion très positive qu'on a sur la valeur. Le marché final de l'aéronautique est très bien orienté et continue à l'être. La demande chez Airbus et encore plus chez Boeing est toujours très, très, très bien orientée. Et ce qu'on observe, c'est que Lizzy possède de vrais avantages compétitifs, et c'est confirmé par la visite de site qui montre les forts investissements en R&D du groupe et dans la robotisation. Le groupe est à la fois à la pointe sur les nouveaux besoins pour les nouvelles générations d'avions,
Et il a également énormément travaillé sur l'automatisation de sa production, ce qui lui permet d'être très compétitif et même par rapport à des potentielles arrivées de concurrents chinois, eh bien, on voit que finalement les masses salariales n'est plus vraiment un sujet quand finalement une ou deux personnes peuvent gérer une quinzaine de machines de production, ce qui, ce qui permet à la fois d'être compétitif et à terme d'augmenter les marges à mesure que les volumes vont progresser. En parallèle, après le désendettement du groupe, après la vente de la partie médicale, le groupe reste à l'affût d'acquisition, mais le management a clairement indiqué avoir regardé les 3 dossiers de M&A qui ont été conclus en début d'année dans le secteur, mais n'a pas voulu surenchérir avec des opérations qui sont conclues sur des multiples de plus de 20 fois les EBITDA 2025 et de 14 à 15 fois les EBITDA ajustés 2026 estimés. Donc le groupe reste attentif aux valorisations. Et bien, les opérations qui sont conclues montrent également la sous-valorisation de l'ISI, puisque le titre l'ISI, lui, est valorisé à autour de 10 fois l'EBITDA 2026. Voilà pour les publications et l'actualité de la semaine passée. Cette semaine, on attend assez peu de publications. Fontaine Pajot doit publier ses résultats semestriels d'ici la fin du mois, donc on devrait avoir une publication au cours de la semaine avec des résultats qui seront évidemment en baisse avec le repli du chiffre d'affaires. Néanmoins, le Fontaine Pajot a fait mieux que ses comparables avec un repli limité à 13% de son chiffre d'affaires avec quand même une bonne tenue du haut de gamme sur lequel Fontaine Pajot est bien en avance et on aura une baisse des résultats. Mais on pense qu'elle sera contenue par rapport à, par exemple, Katana qui a vu ses résultats basculer dans le rouge. Je pense pas que ça devrait arriver chez Fontaine Pajot. Et Fontaine Pajot reste notre valeur préférée du secteur, du fait de son positionnement donc, déjà sur des grandes unités qui résistent mieux, je dirais un outil de production qui est bien optimisé, un vrai savoir-faire avec une clientèle B2C je dirais forte et une moindre exposition au marché des loueurs. Mais évidemment, il faut être patient sur la reprise du secteur. Euh, Néanmoins, si je dirais les tensions géopolitiques se calment, on pourrait avoir à la rentrée de septembre un rebond des commandes dans ce secteur. Pour terminer, un point sur l'actualité des IPO, puisqu'on va avoir bientôt l'IPO du slip français. On a participé à la réunion de présentation et on publiera un feedback, notre réaction cette semaine. Bon, on peut dire que globalement, on a une opération qui est quand même assez petite et une valorisation qui nous paraît quand même plutôt en haut de ce qu'on peut attendre pour un tel positionnement industriel dans un secteur du textile qui est compliqué. Je dirais que la démarche du groupe est appréciable et on a envie de la soutenir. Néanmoins, d'un strict point de vue financier, l'upside ne paraît pas évident à court terme. Voilà, j'en ai fini avec notre point hebdomadaire et toutes les valeurs qu'on voulait évoquer ce matin. Eh bien, on va vous remercier pour votre présence. On remercie ceux qui vont nous réécouter tout au long de la semaine sur notre chaîne YouTube. Et on vous donne rendez-vous lundi prochain avec certainement un point plus global sur la performance des indices et des small et mid en France et en Europe sur l'ensemble du premier semestre. Merci à tous et très bonne semaine.